Le 10 novembre 2020, un sous-marin chinois, Fendoja, est descendu dans ce vide sombre et oppressant. Il a atteint le plancher océanique, déployé un bras robotique et planté un drapeau chinois au point le plus profond de la planète. C'est ce qu'on appelle le Challenger Deep, enfoui dans la fosse des Mariannes, à 10 972 mètres sous la surface. Mais ce n'était pas une surprise. Washington avait 4 années de renseignements, indiquant que la Chine allait venir. Le gouvernement américain a examiné ce que la Chine venait de faire, a compris exactement ce que cela signifiait, et a choisi de ne rien dire. Ce silence vous dit tout sur ce qui se passe réellement, au plus profond du globe. Tous les gouvernements ayant des intérêts dans le Pacifique ont raconté la même histoire en public. La fosse des Mariannes, curiosité innocente pour les biologistes marins, était trop profonde et violente pour être autrement importante. Du moins, c'était la version officielle. La fosse est précieuse à cause de l'effet de la profondeur sur le son, et de l'effet du son sur les sous-marins. En avril 2026, la marine américaine mène des opérations de cartographie classifiées sur tout le plancher océanique du Pacifique occidental. La Chine a effectué des dizaines de missions habitées et non habitées jusqu'au fond depuis 2016. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie ont tous intensifié leur propre programme d'exploration des grands fonds, dans les mêmes eaux. Chaque puissance du Pacifique investit de l'argent dans la même petite zone apparemment insignifiante de l'océan. En 2024, un navire de recherche chinois appelé le Shenyang 1106 a commencé ses opérations. Il a effectué des relevés sur environ 17 000 miles carrés de fonds marins à l'ouest de Guam. Ils exploraient une région plus grande que la Suisse. Le sonar du navire sert à la modélisation acoustique, non à la cartographie marine classique. Les données de suivi des navires montrèrent le même bâtiment travaillant dans l'espace entre Taïwan et les Philippines. Et cet espace est crucial. C'est l'unique passage pour qu'un sous-marin américain relie le Pacifique à la mer de Chine méridionale. Tous ces gouvernements assurent que ce travail n'a rien de militaire. Mais les experts navals qui ont examiné les schémas début 2026 disent le contraire, selon eux, et ils le disent publiquement. Il ne s'agit pas de droit de pêche. Le but est bien plus sinistre que cela. La fosse des Mariannes trace une cicatrice de 2500 km le long du fond marin, et elle continue encore de s'étendre. Depuis 180 millions d'années, une plaque tectonique glisse sous une autre ici, frottant profondément sous le plancher océanique avec une telle force qu'elle provoque des séismes de magnitude 8. Quelque part dans cet abîme se trouve le Challenger Deep, le point le plus bas connu sur Terre. Mais ce n'est même pas le seul vide ici en bas. Plus à l'est, près de Guam, un autre gouffre appelé Serana Deep plonge à plus de 35 000 pieds dans l'obscurité. Des navires de recherche de plusieurs pays ont opéré au-dessus de ces deux endroits pendant des années. Il est presque impossible de survivre à ce qui se trouve en dessous. La pression ici-bas est d'environ 16 000 livres par pouce carré. C'est plus de 1000 fois la pression de l'air qui appuie actuellement sur votre peau. Environ 8 tonnes, écrasant chaque pouce carré. Une coque moderne en titane s'effondrerait en moins d'une seconde si elle cédait d'une fraction de pouce. L'eau se situe entre 1 et 4 degrés Celsius, juste au-dessus du point de congélation. Elle est enveloppée dans l'obscurité, et aucun rayon de soleil ne peut la traverser. C'est l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Et maintenant, tous les gouvernements le convoitent. La fosse est au cœur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique. Guam et les îles Mariannes du Nord, tous deux territoires américains, se trouvent à environ 320 km au nord-est. Ces îles abritent la plus grande concentration de matériel militaire américain, à l'ouest d'Hawaï. Guam n'est pas simplement une autre île du Pacifique. C'est l'un des territoires les plus militarisés au monde. Lorsqu'il se passe quoi que ce soit dans les eaux autour de l'île, cela est surveillé de très près. La base aérienne Andersen s'y trouve, la seule base dans le Pacifique occidental capable de soutenir en permanence la flotte de bombardiers lourds américains, les B-1, les B-2 et les B-52. À seulement quelques kilomètres, se trouve la base navale de Guam, qui abrite l'escadron de sous-marins numéro 15 et une force tournante de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, y compris des sous-marins de classe Virginia opérant depuis l'île depuis 2024. À l'intérieur du Pentagone, Guam est connu comme le fer de lance. Environ 1500 missions de bombardiers sont lancées chaque année depuis Andersen. L'île abrite d'énormes réserves de carburant, d'immenses stocks de munitions et suffisamment de puissance de feu pour projeter la puissance militaire américaine à travers l'Indo-Pacifique en quelques heures. Le corps des Marines a réactivé le camp Blas-sur-l'île en janvier 2023. La base accueille désormais 5000 Marines pour des opérations d'intervention rapide. C'est la première nouvelle base des Marines construite dans le monde depuis près de 70 ans.
pas moins de 28 commandements hébergés, opère rien qu'à la base navale de Guam. L'activité militaire sur l'île injecte plus d'1,5 milliard de dollars par an dans l'économie locale. Et l'abîme au large de Guam recèle autre chose, quelque chose qui pousse les militaires à y prêter une attention toute particulière. Un endroit où le son cesse de se comporter normalement. Les variations de pression, les changements de température et les concentrations de sel dévient les ondes sonores dans l'océan de manière étrange et imprévisible. Les signaux se courbent, les échos dérivent, le bruit parcourt des milliers de kilomètres dans une direction et disparaît dans une autre. Et à certaines profondeurs, le son tombe dans ce que la marine appelle le canal Sophar, une couche d'eau capable de transporter le bruit à travers des océans entiers. Mais la fosse crée quelque chose d'encore plus important que cela. Des zones d'ombre, des endroits où le son n'atteint tout simplement pas. Un sous-marin caché à l'intérieur de l'une de ses poches disparaît. Le sonar de surface ne peut pas le trouver. Les avions ne peuvent certainement pas le trouver non plus. Les autres sous-marins, eux non plus, ne peuvent pas le trouver, à moins qu'ils ne disposent précisément de la carte locale indiquant où se trouvent ces zones. Cette carte est le document militaire le plus précieux du Pacifique, et les États-Unis ont passé des décennies à la constituer en secret. La carte indique aux capitaines de sous-marins américains exactement où disparaître. Elle leur indique aussi précisément où les sous-marins ennemis doivent aller pour tenter la même manœuvre. La marine détenant cette carte possède tous les atouts, et décide qui vit ou meurt lors de tout affrontement sous-marin local. Alors, lorsque la Chine a atteint le fond marin en novembre 2020, elle ne plantait pas un drapeau. Elle posait une question stratégique. Quelle part de cette carte venait-il d'apprendre à copier ? Le 23 janvier 1960, un officier de la marine américaine nommé Don Walsh est monté à bord d'un bathyscaphe appelé le Trieste. Il était accompagné d'un ingénieur suisse nommé Jacques Piccard. C'était une sphère en acier exigu d'un peu plus d'1,80 m de diamètre, suspendue sous un énorme réservoir contenant 34 000 gallons d'essence. Ils ont commencé à descendre au large de Guam, s'enfonçant lentement dans l'obscurité sous le Pacifique. La descente a duré près de 5 heures. Au début, il y avait encore de la vie dehors. Des créatures bioluminescentes passaient devant le hublot pendant la descente du submersible. Puis, à 29 500 pieds de profondeur, un craquement soudain a retenti dans le submersible. Walsh et Piccard n'avaient aucune idée de ce qui s'était cassé. Ils ne pouvaient pas entendre le navire en surface. Ils avaient déjà dépassé le point où tout sauvetage serait impossible. Il ne leur restait qu'une seule option. Ils ont décidé de continuer. Ils ont ensuite découvert que le craquement venait d'une fenêtre en plexiglas dans le tunnel d'entrée. Le compartiment de l'équipage était protégé par une épaisse trappe en acier, qui a résisté. Ils sont restés sur le fond marin pendant 20 minutes. Lorsqu'ils ont refait surface, le monde a vu 2 explorateurs félicités par la marine. Ce que le monde n'a pas vu, ce sont les relevés des capteurs et les données acoustiques extraites du sous-marin ce même jour et transférées vers des circuits classifiés. La plongée faisait partie d'une série de missions classifiées connues sous le nom de Projet Neptune. Officiellement, il s'agissait d'une exploration scientifique. En réalité, la marine américaine étudiait la fosse comme un environnement acoustique. Le bureau de la recherche navale dirigeait l'opération tandis qu'un destroyer, l'USS Lewis, travaillait aux côtés du Trieste. Il a largué des centaines de petites charges explosives dans l'abîme et mesuré le retour des échos. Chaque détonation révélait quelque chose de nouveau sur la fosse. Cela leur a donné l'emplacement précis de la coupure la plus profonde du fond marin et fourni le premier ensemble de données réelles sur la propagation du son dans une fosse océanique. Le projet Neptune était dirigé par le laboratoire d'électronique de la marine à San Diego. Ses objectifs écrits citaient 3 points: vitesse du son dans la colonne d'eau, température et salinité en profondeur, ainsi qu'un appui direct à la recherche sur le son sous-marin, notamment pour le programme Soyuz. Le système de surveillance acoustique était déjà l'un des projets classifiés les plus coûteux au monde à la fin des années 1950. Un vaste réseau d'hydrophones s'étendait sur les fonds de l'Atlantique et du Pacifique, écoutant silencieusement. Son nom de code dans la documentation initiale de la marine était Jezebel. Il fonctionnait en exploitant le canal Sophar, la même couche océanique profonde que les missions du Trieste aidaient à comprendre. En théorie, un son piégé dans cette couche pouvait parcourir des milliers de kilomètres sans s'atténuer. En pratique, cela signifiait que les sous-marins soviétiques pouvaient être entendus bien avant d'atteindre les eaux américaines. À la fin des années 1950, le système Soyuz était opérationnel sur les fonds marins des 2 océans. Un opérateur formé à terre pouvait identifier chaque sous-marin soviétique rien qu'à la signature acoustique de leurs hélices. Pendant la crise des missiles de Cuba, il a suivi des sous-marins se dirigeant vers Cuba, certains étant supposés transporter des torpilles nucléaires, offrant ainsi
à la Maison Blanche sa première image sous-marine en temps réel de la menace. Le système n'a été reconnu publiquement qu'en 1991, pendant 30 ans. Personne en dehors de la marine ne savait qu'il existait. Le Trieste a apporté à la marine ce que le réseau d'espionnage ne pouvait offrir. Des relevés directs de l'intérieur de la fosse, recueillis par des instruments qui avaient été déployés. Les données ont été versées dans les dossiers classifiés, et cela n'a jamais cessé. Au cours des 30 années suivantes, la marine a continué à compléter sa vision du Pacifique profond, grâce à des programmes qui, sur le papier, n'existaient pas. Véhicules sous-marins autonomes, capteurs à distance, réseaux acoustiques fixes boulonnés au fond marin. La technologie ne cessait de s'améliorer. La carte devenait de plus en plus précise. À la fin de la guerre froide, les zones d'ombre étaient cartographiées au pied près. Les capitaines de sous-marins américains savaient où disparaître. Ils savaient aussi où quiconque tenterait de les imiter devrait aller. Cette carte était la base de la domination des sous-marins américains dans le Pacifique. Et puis Pékin a décidé qu'il en voulait un aussi. Le programme chinois pour les grands fonds marins n'a pas commencé avec le drapeau en 2020, il a commencé une décennie plus tôt. Le premier submersible des grands fonds, Jiaolong, porte le nom d'un dragon mythologique des inondations censé régner sur les profondeurs. Son chef était Xu Qinan, un ancien professeur à l'école d'architecture navale, d'océanographie et de génie civil de l'université Jiaotong de Shanghai. À ce moment-là, il avait passé des décennies à travailler presque exclusivement dans le petit mais croissant domaine de l'ingénierie des submersibles en Chine. Depuis le début des années 2000, les financements de l'État chinois avaient afflué vers un réseau d'instituts de recherche qui étaient en grande partie inconnus en dehors du pays. Le premier prototype a été assemblé dans un hangar près du fleuve Yangtze, et en 2009, le navire était prêt pour les essais en mer. Le Jiaolong a commencé sa première véritable campagne en eau profonde dans la mer de Chine méridionale entre mai et juillet 2010. Il y a eu 17 plongées au total, chacune repoussant les limites dans des territoires où la présence humaine restait rare et en grande partie expérimentale. La mission la plus profonde a atteint environ 12 300 pieds, avec 3 personnes à bord. En juillet 2011, le submersible avait déjà dépassé sa zone de test initiale, atteignant près de 16 600 pieds, dans le nord-est du Pacifique. Le bras robotique du Jiaolong a planté un drapeau chinois sur le fond marin de la mer de Chine méridionale, lors d'une plongée précédente. Il en a planté un autre à la marque des 23 000 pieds, dans la fosse des Mariannes. Même à l'époque, ce geste laissait entendre que le programme n'était pas vraiment axé sur la science. Avec cette capacité de plongée, le Jiaolong pouvait opérer sur environ 99,8% des océans du monde. Cela a permis à Pékin d'entrer dans un cercle très fermé. Avant cela, seuls les États-Unis, le Japon, la France et la Russie en faisaient partie. Il était évident pour quiconque observait la situation que la Chine ne construisait pas une flotte de recherche, elle développait une capacité. Comme pour sa marine, son programme spatial et son industrie des semi-conducteurs, la méthode était connue. Étudier ce que les États-Unis possédaient déjà, et comprendre pourquoi cela fonctionnait. Ensuite, combler l'écart, plateforme par plateforme, année après année. Le Jiaolong n'était que le début. En 2016, un véhicule de deuxième génération est arrivé, le Shanghai Yongshi, ce qui se traduit approximativement par guerrier des profondeurs marines. Contrairement à son prédécesseur, il a été construit presque entièrement à partir de composants nationaux, environ 95% fabriqués en Chine. Il n'est pas allé aussi profondément que le Jiaolong, avec une profondeur maximale de fonctionnement d'environ 4500 mètres, mais il a été conçu pour autre chose, l'endurance. Les missions pouvaient durer jusqu'à 10 heures. Le Fan 12 a été lancé la même année. Chaque génération allait plus profondément que la précédente. Tous étaient dotés de meilleurs instruments, et chacun était de plus en plus étroitement lié aux besoins de la marine de l'armée populaire de libération. Ensemble, ces submersibles forment une flotte à plusieurs niveaux. Deep Sea Warrior gère les missions en eau peu profonde. Jiaolong couvre la zone intermédiaire, et le Fendoja va jusqu'au fond. Ce qui compte, c'est la structure derrière ces véhicules. Pékin le décrit ouvertement comme une fusion civilo-militaire. C'est une orientation politique sous Xi Jinping qui supprime la séparation traditionnelle entre la recherche scientifique et les capacités de défense. Ce qui ressemble à de la science océanique en surface est aussi, par conception, autre chose en dessous. Une stratégie à long terme pour s'assurer que rien dans les profondeurs ne reste hors de portée nationale. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement.
Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. En 2016, le Laboratoire national de Qingdao pour la science et la technologie marine s'est associé à l'Académie des sous-mariniers de la marine de l'APL. Ensemble, ils ont créé un laboratoire commun, axé sur la recherche en fusion maritime. Il était dirigé par le contre-amiral Da Lianlang, un scientifique de la marine de l'APL, qui avait consacré sa carrière à la guerre sous-marine. Les chercheurs du laboratoire ont pris des planeurs sous-marins civils et les ont équipés de capteurs acoustiques. Du matériel qui ressemblait à des équipements scientifiques est devenu des outils de lutte anti-sous-marine. Quand l'expression « fusion civilo-militaire » a suscité une attention gênante à l'étranger, le laboratoire a simplement changé le nom sous lequel il se présentait au public et poursuivi son travail. Des officiers de la marine de l'APL ont expliqué lors de colloques universitaires le lien entre la cartographie des grands fonds et la furtivité des sous-marins. Les articles du programme mentionnaient des usages militaires et scientifiques. Les médias d'État chinois ont décrit à plusieurs reprises l'expansion vers les grands fonds, en des termes militaires. Washington a lu chaque mot de ces déclarations. C'est pourquoi personne dans la communauté du renseignement américaine n'a été surpris lorsque le Fendoja s'est posé à près de 10 900 mètres de profondeur. Il savait exactement ce que faisait le bateau. Le sous-marin faisait bien plus que prendre des photos. Il était équipé de 2 bras mécaniques, de 7 caméras sous-marines, de plusieurs sonars et de foreuses hydrauliques. Il y avait aussi un ensemble complet de capteurs acoustiques et chimiques. Lors de la diffusion en direct de la descente à la télévision d'État, cet équipement enregistrait des données, relevés de pression, vecteurs de courant, analyse des sédiments, mesure de la vitesse du son, échantillons d'eau, tous prélevés aux coordonnées exactes, où les couloirs acoustiques les plus profonds approchent le côté sud-ouest de Guam. Seuls quelques véhicules habités ont jamais atteint le fond de la fosse Challenger. Après le Trieste, le record est resté invaincu pendant 52 ans. Ensuite, le réalisateur hollywoodien James Cameron a piloté en solo son Deep Sea Challenger à plus de 10 890 mètres de profondeur en mars 2012. Vers le milieu de l'année 2022, moins de 30 personnes dans l'histoire avaient jamais atteint le fond de la fosse, soit à peu près le même nombre que ceux qui ont marché sur la Lune. Pékin a choisi cet endroit pour une raison, non seulement à cause de la fosse elle-même, mais aussi à cause de ce qui l'entoure. La forme du fond marin, la façon dont les couches de température se forment dans la colonne d'eau, les conditions acoustiques créées par la géométrie des grands fonds, et à seulement 200 miles de là, se trouve Guam. Pris ensemble, cela forme l'un des environnements sous-marins les plus stratégiquement précieux de la planète. Si vous planifiez des opérations sous-marines, c'est exactement le genre d'endroit que vous devez comprendre en détail. La véritable cargaison était ce que le Fendoja a rapporté à son navire-mère le 28 novembre. Des téraoctets de données acoustiques et océanographiques, exactement comme Walsh et Picard l'avaient fait 60 ans plus tôt. Le pays qui a inventé tout ce jeu consistant à déguiser le travail militaire en science a regardé cela se produire et n'a rien dit. Alors pourquoi Washington est-il resté silencieux? La réponse courte, c'est que les États-Unis n'ont aucune option de riposte sans risque qui ne révélerait pas comment le système fonctionne réellement. Le dévoiler aurait créé ses propres problèmes. Depuis plus de 60 ans, la compréhension américaine des grands fonds marins s'est construite sous une couche d'ambiguïté délibérée. En surface, c'était de la science civile, mais en dessous, c'était des opérations de collecte classifiées.
Chaque expédition de la NOAA opérant près de régions sensibles a toujours eu une activité parallèle qui se déroulait en même temps. Les mêmes eaux, les mêmes instruments, mais pas le même objectif. Le système de surveillance sous-marine issu du SOSUS n'a été pleinement reconnu qu'après la guerre froide. Jusqu'en 1991, il existait sous une série de désignations délibérément neutres, comme Système océanographique atlantique et Système océanographique pacifique. Pendant la majeure partie de son histoire, même le personnel travaillant directement dessus n'était pas publiquement identifié comme membre d'une mission de surveillance militaire. Ce qui subsiste de ce réseau en 2026 porte le nom de Système intégré de surveillance sous-marine. Il fonctionne à partir d'un petit nombre d'installations et de navires, la plupart situés dans le Pacifique. En 2026 seuls, quelques navires de surveillance dédiés patrouillent encore dans la région. 5 navires, tractant de longs réseaux d'hydrophones sur plusieurs kilomètres dans le Pacifique, écoutent sous la surface. Leur mission est de combler les lacunes entre les capteurs fixes du fond marin afin de détecter ce que les systèmes fixes ne détectent pas. Le commandement lui-même est bien plus réduit qu'il ne l'était pendant la guerre froide, mais les capacités de chaque plateforme ont été multipliées de plusieurs ordres de grandeur. Si Washington protestait ouvertement contre l'activité chinoise à Challenger Deep, cela retournerait la même question contre lui. Qu'a exactement fait les États-Unis dans ces eaux depuis 1960 ? Aucune administration ne veut avoir cette conversation. Le silence permet de garder la couverture intacte, mais il y a un autre problème, la loi. La fosse se trouve dans les eaux internationales. Aucune section de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'accorde aucun droit de propriété militaire sur les grands fonds marins. Aucun traité n'empêche une nation d'y opérer, de la cartographier ou d'y collecter des données, ce qui signifie que les missions chinoises sont légales, tout comme les opérations américaines qui y sont également entièrement légales. Si Washington s'oppose officiellement aux opérations chinoises à Challenger Deep, il risque de créer un précédent qu'il ne peut pas se permettre. Parce qu'au moment où les États-Unis soutiennent que les activités dans l'océan profond, en eau internationale, nécessitaient une autorisation, cette norme pourrait être retournée contre leur propre système. Donc, Washington reste silencieux. Prendre la parole coûte plus cher que de se taire. Techniquement, la fosse se trouve dans la zone maritime des États fédérés de Micronésie, une petite nation du Pacifique liée aux États-Unis par un accord de libre association. En 2009, Washington a désigné les eaux environnantes comme le monument national marin de la fosse des Mariannes, une zone protégée d'environ 95 200 miles carrés, soit plus grande que l'ensemble du Royaume-Uni. Cette désignation interdit la pêche commerciale et l'extraction de ressources, mais elle dit très peu de choses sur les relevés scientifiques, la cartographie des fonds marins, les véhicules autonomes ou le type de travaux océanographiques à vocation militaire qui s'y déroulent. Au lieu de cela, ils ont essayé de comprendre ce qui avait changé, ce qui avait été perdu, et à quoi ressemblerait la prochaine décennie de compétition sous-marine dans le Pacifique. Et plus ils examinaient la situation de près, plus ils s'inquiétaient. L'un des navires qui attire l'attention est un bâtiment appelé Dongfang Hong 3. Officiellement, il opère sous l'égide de l'Université océanique de Chine. Mais tout au long de 2024 et 2025, ces déplacements ressemblaient moins à de la recherche académique et davantage à une reconnaissance systématique. Le navire a effectué des relevés en quadrillage serré dans les eaux proches de Taïwan et de Guam, se déplaçant d'avant en arrière selon des trajectoires précises conçues pour cartographier en détail le fond marin. Il a aussi fait plusieurs passages répétés dans des zones stratégiques de l'océan Indien. Puis, en mars 2026, Reuters a publié un article retraçant 5 années d'activité de 42 navires de recherche chinois, opérant dans les océans Pacifique, Indien et Arctique. 9 experts en guerre navale ont examiné les schémas de déplacement. Tous sont arrivés à la même conclusion. Ce n'était pas de la science civile normale. Il s'agissait de schémas de relevés utilisés par une marine avant des opérations sous-marines. Certains navires de cette flotte avaient été initialement construits pour la marine de l'APL. Ils n'ont été confiés à des opérateurs civils que plus tard. La classe Shangyang-Hong est l'exemple le plus souvent cité. En janvier 2024, des chercheurs du Centre d'études stratégiques et internationales ont examiné 64 navires de recherche chinois en activité. Plus de 80% d'entre eux présentaient des signes d'affiliation militaire ou d'activité à double usage. Ce n'était pas une coïncidence. Le 2 mars 2026, le contre-amiral Mike Brooks, chef du bureau du renseignement naval des États-Unis, s'est présenté devant la Commission d'examen économique et de sécurité États-Unis-Chine et a décrit ce changement en des termes exceptionnellement directs. La Chine, a-t-il déclaré, avait considérablement étendu ses opérations de relevés océaniques. Il a qualifié cela de préoccupation stratégique.
Les données, a déclaré Brooks, offrent à la marine chinoise 3 avantages à la fois. Une carte pour dissimuler leurs propres sous-marins, une carte pour trouver les nôtres, et les emplacements précis où ils pourraient installer des capteurs ou des armes sur le fond marin. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu public de Washington sur ce que le silence de 2020 avait caché. Cela arrivait avec 6 ans de retard. Lors des mêmes auditions, le vice-amiral Richard Sives a déclaré que la Chine travaillait activement à éroder l'avantage sous-marin américain en ce moment même. La marine de l'APL modernisait rapidement sa flotte de sous-marins, développait sa capacité de lutte anti-sous-marine et investissait massivement dans les capteurs de fond marin et la surveillance en réseau. Selon Sives, d'ici 2040, les forces sous-marines chinoises pourraient sérieusement remettre en cause la domination maritime américaine dans le Pacifique, mais les sous-marins sont déjà arrivés. La marine de l'APL exploite plus de 60 sous-marins. Les nouveaux investissements dans les chantiers navals ont plus que doublé la capacité de production. Au centre de la flotte se trouvent des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, conçus pour des opérations à longue portée, soutenus par des sous-marins lance-missiles, guidés destinés à projeter la force bien au-delà du littoral chinois. Les chiffres comptent, mais ce n'est pas la principale préoccupation. Ce qui importe, c'est où ils peuvent opérer. Pékin a un nom pour ce plan plus vaste. On l'appelle l'océan transparent. L'objectif est de rendre l'océan transparent, d'empêcher les sous-marins ennemis de trouver des endroits où se cacher tout en conservant ces mêmes avantages acoustiques pour les sous-marins chinois. Les premiers éléments de ce système sont apparus il y a des années. En 2014, l'université du Zhejiang a réussi à relier des capteurs posés sur le fond marin à des stations de traitement à terre, créant ainsi la base d'une surveillance sous-marine permanente. Ensuite, en août 2025, la Chine et la Russie ont mené un exercice naval conjoint près de Vladivostok. Les deux nations ont relié leur système de communication et partagé les données de suivi en temps réel, testant ce qui ressemblait de plus en plus à un réseau automatisé de destruction sous-marine. Un réseau conçu pour qu'aucun sous-marin à grande profondeur ne trouve de refuge nulle part. Une équipe de l'APL a créé un algorithme pour que le réseau de capteurs se réorganise si des hydrophones tombent en panne, maintenant ainsi la chaîne de ciblage opérationnelle, même si certaines de ses composantes sont neutralisées. De nombreux capteurs sont maintenant placés dans des zones dont il est difficile de penser qu'elles servent à autre chose qu'à des fins militaires. Des articles de l'Université océanique de Chine suggéraient une démarche plus opérationnelle que de la simple recherche scientifique. La même institution qui exploite le Dongfang Hong 3 a également publié des travaux détaillant le déploiement de capteurs acoustiques dans le détroit de Luçon. Il ne s'agissait pas de mesures de surface ou d'expériences à court terme. Ils ont décrit des installations placées à des profondeurs soigneusement choisies, conçues pour rester sur le fond marin pendant des années, collectant des données en continu. Reuters a rapporté séparément que Washington a discrètement renforcé le même détroit, mais dans le but opposé, à savoir couper l'accès de la Chine au Pacifique en haute mer. Les deux marines équipent un même point de passage stratégique depuis des extrémités opposées pour des raisons similaires. Le Fenduza n'a pas ralenti après sa plongée record de 2020. En l'espace de 12 mois, il a effectué 28 plongées. Il a également commencé à fonctionner aux côtés d'un système compagnon, sans pilote, connu sous le nom de Haidao 1. Il peut se déplacer librement le long du fond marin, couvrant des distances et des terrains que les submersibles rudimentaires ne peuvent tout simplement pas atteindre. En 2024, la flotte de recherche élargie de la Chine avait cartographié des centaines de milliers de miles carrés de fonds marins à travers l'ouest du Pacifique. L'ampleur est inégalée dans tout programme scientifique publié ouvertement, et même ce dossier public ne représente qu'une fraction de la production totale. La plupart de ces données sont stockées sur des serveurs classifiés. C'est désormais une course aux armements au fond de l'océan. Chaque puissance du Pacifique dotée d'un programme en eau profonde mobilise des efforts se chiffrant en milliards de dollars, tous à portée des bases avancées américaines. Rien de tout cela n'est un hasard. Alors, à quoi tout cela mène-t-il ? Eh bien, 3 futurs différents commencent à converger. Chacun d'eux fait monter les enjeux bien au-delà de ce que la diplomatie de surface peut gérer. Le premier est celui dans lequel nous vivons déjà. Une compétition géopolitique invisible dans les profondeurs océaniques, qui reste cachée. Washington et Pékin continuent d'affiner leur système de cartographie et d'élargir leur flotte de submersibles sans pilote. Ils ajoutent plus de détails aux modèles acoustiques et aux cartes des fonds marins à travers le Pacifique. La compétition ne porte pas sur le territoire, au sens traditionnel du terme. Il s'agit de savoir qui peut voir plus profondément, plus clairement et plus loin dans la structure cachée de l'océan. Chaque mile cube de données exploitables devient un avantage disputé. Le public n'en voit jamais la majeure partie.
Aucun camp n'a intérêt à expliquer ce pourquoi ils se battent. Le deuxième avenir est celui sur lequel les planificateurs militaires des deux camps travaillent en privé. Si un conflit éclate à propos de Taïwan, de la mer de Chine méridionale ou de tout autre point chaud du Pacifique, les sous-marins nucléaires doivent se déplacer. Dans cette guerre, un sous-marin situé dans la géographie acoustique est, pour le moment, presque impossible à cibler. Un sous-marin en dehors de cette zone peut être suivi et détruit avant même de tirer. Ici, il s'agit de survivabilité. C'est essentiellement les mathématiques de la dissuasion nucléaire, ce qui survit après la première frappe et ce qui a encore la capacité de riposter. Pendant la majeure partie de la guerre froide, les États-Unis fondaient leur dissuasion nucléaire dans le Pacifique, sur des sous-marins lanceurs d'engins balistiques capables de disparaître pendant des mois d'affilée. La dissuasion fonctionnait parce qu'il était impossible de trouver ces sous-marins. Dès qu'ils deviennent détectables, la stratégie s'effondre. Les données que Pékin collecte depuis 15 ans ne sont pas théoriques. En cas de conflit, elles deviennent utiles en quelques heures. Les marines alliés observent la même situation et tirent leurs propres conclusions. Le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, dans le cadre de l'AUKUS, la décision de Canberra d'acquérir des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire a été annoncée en 2021 et a progressé jusqu'en 2023. Officiellement, il s'agit de modernisation et de dissuasion. Mais en privé, c'est la prise de conscience que la supériorité sous-marine dans le Pacifique n'est plus garantie. Les décideurs japonais, qui évitaient autrefois tout ce qui ressemblait à une surveillance maritime offensive, discutent désormais ouvertement de l'élargissement des capacités de détection acoustique. Des équipements qui, il y a 10 ans, auraient été politiquement impensables sont désormais considérés comme des infrastructures nécessaires. Les capitales alliées voient les signes avant-coureurs et agissent. La troisième possibilité est celle dont personne ne veut parler. La Chine peut désormais atteindre toute la profondeur de l'océan et placer des drones sous-marins de longue durée sur le fond marin juste à côté du territoire américain. Aucun pays ne s'est mis d'accord sur ce qui constitue un acte hostile sur les fonds marins internationaux. Il n'existe aucune règle d'engagement spécifique à l'abysse, même lorsqu'une nation découvre le matériel classifié d'une autre nation, à côté de ses bases militaires avancées. Un précédent similaire fut une confrontation confuse sur les vols de reconnaissance au début de la guerre froide. L'abattage du U-2 de Gary Powers au-dessus de l'Union soviétique en 1960 a forcé les deux camps à établir discrètement des règles sur ce qui était tolérable. Rien de similaire ne s'est encore produit sous l'eau. Mais si cela devait arriver, il n'existe aucun règlement commun prêt à le gérer. La compétition s'éloigne des étapes visibles comme planter un drapeau ou battre des records de plongée. Elle se déplace vers quelque chose de plus difficile à vérifier. Des capteurs capables d'écouter, des réseaux pouvant communiquer entre eux, des plateformes qui pourraient, en théorie, perturber ou frapper, sans jamais faire surface pour s'identifier. Celui qui contrôle cette couche de l'océan contrôle bien plus que les routes maritimes de surface ou les couloirs aériens. Il contrôle l'avenir de la guerre sous-marine. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment la fosse des Mariannes. Elle porte sur l'endroit où Washington et Pékin sont réellement en compétition. Début 2026. L'actualité se concentre surtout sur Taïwan, les restrictions sur les semi-conducteurs, les tarifs douaniers et la construction d'îles en mer de Chine méridionale. Mais une grande partie de la compétition se déroule dans un endroit bien moins visible. Le Challenger Deep en est la version la plus extrême, mais ce n'est pas la seule. Environ 99% du trafic internet mondial transite par des câbles à fibre optique sous-marins. Plus de 600 câbles distincts traversent les fonds marins du monde, transportant près de 10 000 milliards de dollars de transactions financières chaque jour. La plupart se trouvent dans des eaux peu profondes et donc accessibles. Nous avons déjà vu leur vulnérabilité. L'attaque du gazoduc Nord Stream en septembre 2022 dans la Baltique a montré que des tuyaux et câbles sous-marins essentiels peuvent être visés sans qu'aucun responsable soit immédiatement identifié. Les coupures de câbles en Baltique et près de Taïwan depuis 2023 ont soulevé les mêmes questions. Le Pentagone fait désormais de la sécurité des fonds marins une mission à part entière. Les océans du monde couvrent 71% de la surface de la planète. La majeure partie de ces fonds marins n'a jamais été cartographiée avec la précision requise par l'armée. Mais cela est en train de changer. La Chine exploite 42 navires de recherche à travers les océans Pacifique, Indien et Arctique. Des centaines de capteurs sont installés sur les fonds marins. Une liste croissante de petits pays laisse Pékin accéder à leurs eaux, en échange de ports et de routes. Les États-Unis ripostent par l'intermédiaire de l'Office of Naval Research et de la DARPA. Ils disposent d'une flotte croissante de grands véhicules sous-marins sans pilote. Il existe des programmes comme Snakehead et Orca, conçus pour fonctionner de manière autonome pendant des mois.
L'Orca est le plus grand d'entre eux. Construit par Boeing pour la marine américaine, le premier prototype a été livré en décembre 2023. Il fait à peu près la taille d'un bus scolaire et est conçu pour fonctionner entièrement sous l'eau. L'Orca peut parcourir jusqu'à 6500 milles nautiques en une seule mission, ce qui suffit pour traverser tout le Pacifique. Après que le prototype a démontré ses capacités, la marine a décidé d'acquérir des unités supplémentaires, élargissant ainsi le concept au-delà d'une simple plateforme expérimentale. Du côté chinois, l'écosystème équivalent de véhicules sous-marins sans pilote est nettement plus vaste, réparti entre plusieurs programmes et institutions. Et cette différence met en évidence le changement déterminant dans cette phase de la compétition. Elle ne se concentre plus uniquement sur de simples sous-marins. Elle privilégie maintenant des systèmes sans pilote, des plateformes en réseau opérant longtemps, élargissant la couverture des capteurs et modelant l'environnement sous-marin en continu. Les chercheurs chinois du laboratoire conjoint, rebaptisé à Qingdao, adaptent des planeurs acoustiques en outils de lutte anti-sous-marine. Rien dans le matériel lui-même n'est nouveau. Ce qui change, c'est la façon dont il est utilisé. La possède le point le plus profond et le plus précieux dans cette course. Celui qui construit la meilleure carte acoustique aura une estimation plus claire de la capacité des sous-marins nucléaires à survivre assez longtemps pour riposter après une première frappe. Et c'est là le cœur de la dissuasion en mer. Si les deux camps croient que leurs sous-marins survivront, la guerre reste contenue. Si un camp cesse d'y croire, tout l'équilibre bascule. Novembre 2020 fut le dernier moment où la compétition pouvait encore être considérée comme scientifique. Après cela, le sens a changé. Le drapeau ne marquait plus une découverte, il marquait un tournant. Dès lors, la compétition ne portait plus sur qui atteindrait le fond, mais sur qui agirait le premier en y voyant clair. Et c'est là que personne ne peut se permettre de se tromper. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte beaucoup. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MapPack.